c'est aujourd'hui, c'est la relance économique du Sénégal avec comme fer de relance le BTP. Mais pour faire ce développement, il faudrait tout de suite en introduction rappeler que c'est important qu'on présente le Sénégal, qu'on fasse un résumé diagnostic de la situation économique en général, avec surtout l'impact du Covid-19 et de voir aussi les aspects qui touchent le développement en général. Et en ce qui concerne le Sénégal, je pense que pour le Sénégal, vous le savez, est situé dans la région ouest africaine, à l'extrémité donc de la pointe occidentale de l'Afrique. Son PIB, c'est un pays stable qui a un bon rayonnement au niveau international, au niveau africain et international. Son PIB, je pense, est de 16,1 milliards de dollars. Son taux d'investissement est autour de 25,3%. Les investissements directs étrangers entrants sont autour de 425 millions de dollars. Le taux d'inflation en moyenne dans le pays, je ne parle pas du contexte du Covid, avant le Covid, était de 1,5%. Notre taux de croissance en 2019 était de 5,3% et c'est un taux de croissance entre 5 et 6% qui a été affiché pendant toute cette décennie, je peux dire. La monnaie commune, nous avons une monnaie qui est la franc CFA, mais c'est une monnaie commune partagée par 7 pays de l'UMOA, donc les 7 pays de l'UMOA, et qui est basée sur une parité fixe entre l'euro et avec l'euro, pardon. Donc, qui est la parité de 1 franc, 1 euro pour 655,957 francs CFA. Le Sénégal bénéficie d'une bonne notation auprès des agences internationales comme Standard Poor's, et c'est une note B plus stable, B, et Moody's qui est B1 en dette souveraine concernant les devises et la monnaie locale. Donc, le Sénégal, je précise enfin que c'est la porte d'entrée de 2 marchés très importants en Afrique. C'est l'UMOA, 90 millions de consommateurs, et la CEDEAO, 300 millions de consommateurs. Pardon. Donc, concernant les performances du Sénégal, je les résume, c'est la deuxième économie de l'économie, occupe la deuxième place de l'économie au sein de l'UMOA. L'UMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comme à l'instar de l'Europe, 7 pays se sont retrouvés avec des politiques de convergence, une zone économique et monétaire intégrée qu'on appelle l'Union économique monétaire africaine, avec une monnaie commune, le franc CFA, des politiques de convergence et un bon voisinage économique et social. Donc, c'est la deuxième économie de l'UMOA après la Côte d'Ivoire. Le premier aussi dans les délais de création d'entreprises. Au Sénégal, en 24 heures, on peut créer une entreprise. Vous pouvez vous rendre à la chambre de commerce ou à l'APIX, on peut vous aider dans ces formalités. Les formalités de commerce extérieur peuvent être effectuées en 9 jours au Sénégal. Ce délai même est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Le Sénégal figure parmi les top 10 des pays africains les plus attractifs en Afrique subsaharienne, parce que c'est un pays stable et il y a une bonne position géographique. Voilà en tout cas la présentation que je voudrais très rapidement faire du Sénégal. En ce qui concerne le résumé diagnostic socio-économique du Sénégal, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation économique et sociale est caractérisée par une pauvreté quand même endémique. Depuis l'indépendance, nos vaillants dirigeants se battent pour vraiment résorber cette pauvreté endémique. Il y a également le fait que c'est un pays caractérisé par de fortes disparités sociales et territoriales. Pratiquement, Dakar abrite plus de 80% des activités économiques par rapport aux régions. Le chômage massif, c'est surtout au niveau des jeunes. Donc, je vous rappelle comme statistique, les jeunes, c'est pratiquement des moins de 25 ans, occupent près de 70% de la population globale. Donc, c'est fort de ces constats que le gouvernement a adopté une politique de rupture
et en 2014, qui a été consacré comme plan avec le plan Sénégal émergent. Ce plan, comme vous le constaterez, et c'est le référentiel et la matrice des politiques publiques en matière de politique de développement. Il gravite autour de 3 axes principalement. Le premier axe stratégique, c'est susciter la transformation structurelle de l'économie en mettant l'accent sur la création de richesses et d'emplois. Le deuxième axe stratégique, c'est promouvoir le capital humain, élargir l'accès à la protection sociale et préserver les conditions d'un développement durable. Le dernier axe, le troisième axe, c'est répondre aux exigences de bonne gouvernance et d'intégration régionale. Voilà en introduction les points que je voulais mettre en relief pour camper le Sénégal, présenter le Sénégal, mais camper de manière son contexte socio-économique. Donc, le plan que je vais vous présenter comporte 2 chapitres. Le premier chapitre touche le cadrage stratégique, parce qu'avant de parler des projets, tout, il faut voir dans quelle matrice on va se mouvoir. Donc, le cadrage stratégique qui tournera autour de 3 points, de 3 points essentiellement: la vision, les défis et opportunités et les impacts attendus. Au niveau du deuxième chapitre, on parlera du cadrage macroéconomique. Et là, le plus important à retenir, c'est le plan d'action prioritaire qui est un prolongement de la deuxième phase du PSE, qu'on appelle plan d'action prioritaire ajusté et accéléré parce qu'il y a l'impact aussi de la pandémie. Donc, PAP 2A, il est dénommé PAP 2A. Nous parlerons des partenariats publics-privés et enfin des financements. Donc, en conclusion, je pourrais revenir pour souligner les enjeux et les perspectives. Donc, en ce qui concerne le premier chapitre portant sur le cadre stratégique, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a dessiné un cadre clair pour son développement économique. Il a une vision claire de son développement. Il veut atteindre l'émergence en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Ça, ce qui l'incite à engager des investissements productifs portés par des PPP. C'est tous les investissements productifs que vous voyez sont motivés par le fait que le Sénégal s'est fixé en 2035 un objectif d'émergence qui va lui devoir des investissements productifs massifs et qui seront portés par les PPP. Donc, pourquoi? Parce qu'il a des défis à relever, de grands défis de développement à relever. C'est d'abord une démographie galopante, une pauvreté endémique, des défis environnementaux. Ici greffe maintenant la pandémie COVID-19, qui est le nouveau grand défi de l'économie nationale et mondiale. Et arrêter les ressources. Dans ces conditions, on se rend compte que pour relever ces défis, il va falloir transformer cela en opportunités. Ces défis, finalement, ce sont les opportunités qui vont ouvrir la porte aux opportunités pour le développement. Donc, ces opportunités, c'est parce qu'il faut, pour relever ces défis, il faut promouvoir une agriculture intensive et abondante parce qu'on a une population à nourrir, une population fortement juvénile à nourrir, et une santé inclusive. Avec la pandémie, cette question est devenue, cet enjeu est devenu plus important. On dit souvent le premier capital, c'est la santé. Donc, sans la santé, on n'a pas vu, et la pandémie a révélé quand même de grandes faiblesses au niveau de notre infrastructure sanitaire. Il va falloir développer une bonne protection sociale renforcée. La population étant des jeunes, les besoins en éducation, en formation aussi sont d'actualité. Il nous faudra un système éducatif efficace, des infrastructures de développement performantes, et pour tout cela aussi, il va falloir procéder aux transformations industrielles nécessaires ainsi qu'aux transformations numériques. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde, nos économies ne vont forcément dépendre de l'économie numérique à plus ou moins court et long terme. Donc, quels sont les résultats? Je vais terminer avec les derniers points du chapitre 2. Quels vont être maintenant les résultats attendus? Les résultats attendus, c'est d'abord
la relance rapide de l'économie. Nous étions dans une bonne lancée avec le PSE qui nous garantissait pratiquement un taux de croissance autour de 6% qu'on a soutenu pendant au moins 7 ans. Mais brusquement, la pandémie a surgi et a brisé pratiquement l'économie qui est pratiquement en récession, et comme à l'instar de nombreuses économies du monde. Mais donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de relancer rapidement l'économie, de faire les investissements massifs au niveau des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les infrastructures, l'habitat, parce que les besoins et la demande sociale est très forte, les secteurs sociaux, l'industrie, le numérique. Et nous avons maintenant un atout que je voudrais souligner. Le Sénégal détient aujourd'hui la 7e réserve mondiale en matière de gaz. Il a du pétrole et du gaz et des gisements très importants de gaz qui font de lui qu'il occupe aujourd'hui la 7e réserve mondiale de gaz. Donc, voilà des secteurs qu'il va falloir booster et aussi pour relever la croissance avec qui était dans un taux moyen de 6% que les autorités politiques veulent faire passer à 8,7% pour la période 2021-2023. Donc, une croissance forte, inclusive et durable pour le bien-être donc des populations. Ainsi, voici les 3 points avec lesquels je voulais camper le premier chapitre qui concernait le cadrage stratégique. S'agissant du cadrage macroéconomique, le cadrage macroéconomique vise à stimuler l'investissement privé national et étranger, à diversifier les moteurs de la croissance et à renforcer la résilience de l'économie. La relance donc post-Covid va certainement exiger un développement plus endogène parce que aussi on a reproché à nos politiques de n'avoir pas trop favorisé, renforcé, d'avoir un peu fragilisé le développement endogène en faisant une ouverture trop large de l'économie, un renforcement donc de l'appareil productif et la redynamisation du secteur industriel. Et parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la pharmacie, l'agro-industrie, l'agroalimentaire et le numérique constituent des enjeux au niveau desquels il va falloir se battre. C'est pourquoi, fort donc de ces considérations, notre pays a adopté un plan d'action prioritaire, ajusté, accéléré, qu'on appelle le PAP 2A, plan d'action prioritaire, ajusté, accéléré, PAP 2A, qui est la phase 2, le prolongement du PSE, mais aussi un prolongement qui s'ajuste avec l'avènement de la pandémie COVID-19. Donc, quels sont les objectifs du PAP? D'abord, pour atténuer le choc 2020, il y a les effets donc du programme de résilience de notre économie. Nous avons pu mobiliser près de 1 000 milliards de dollars pour atténuer les effets, le choc donc, de la pandémie. Et à ce niveau, c'est un fonds d'amour qui a pu pratiquement absorber l'onde de choc l'onde de choc donc, de la crise. Et les entreprises ont pu bénéficier de fonds donc, de financement aussi bien au niveau donc, des grandes que des petites et des moyennes. Nos fonds donc, a été mis en place de près de 200 milliards rien que pour les entreprises. Cela a permis également à l'État donc de faire face à ces urgences au niveau des dépenses sanitaires qui étaient quand même devenues très lourdes et à la limite insupportables pour notre budget, etc., etc. Donc, c'était pour atténuer le choc avec le programme de résilience. Le PAP 2 aussi veut replacer l'économie sur la trajectoire de l'émergence. Parce que comme on a une vision claire de notre développement, la pandémie est arrivée, on a voulu quand même replacer l'économie sur la trajectoire de l'émergence. Mais cela aussi va y aller avec des réformes d'accompagnement que je m'épargnerai de déclarer parce que je ne vous pourrai pas trop allonger ma présentation. Ce qui vous intéresse sera certainement le coût du PAP 2. Le PAP 2, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est estimé pour la période
2023 à près de 14 714 milliards. Intégré dans ce chiffre que déjà, il avait connu 2 ans d'anticipation dans lesquels on a pu pratiquement engager près de 616 milliards. Le PAP 2, donc 2A, le PAP 2A opérationnalise le PSE à travers la mise en cohérence des axes stratégiques, des axes et objectifs stratégiques. Ces projets et programmes de développement sont portés par le gouvernement ainsi que par le secteur privé. Le premier axe, donc je le disais, c'était la transformation structurelle de l'économie et la croissance, 59,7%. Et c'est là où je dis que le fer de lance va être à ce niveau parce qu'en ce qui concerne le secteur du bâtiment industriel et le secteur énergétique, si on les regroupe, ce seront pratiquement près de 70% des fonds, comment dire, des financements mobilisés. Les infrastructures et services énergétiques, les infrastructures de transport routier, l'agriculture et l'industrie. C'est déjà presque 60%. L'axe 2, capital humain, vous avez vu que nos jeunes, nous avons une population très jeune qui a besoin d'être formée et puis nous voulons aussi nous arrimer à l'émergence. Cela demande des renforcements de capacités. Donc, cette capacitation va demander quand même des investissements importants. Donc, c'est pourquoi l'axe 2, capital humain, pour montrer son importance, mais qui représente presque 29,5%. C'est pour satisfaire les besoins sociaux des populations, les soins de santé, l'accès à l'éducation, à l'eau potable, le renforcement de la nutrition, l'amélioration aussi des conditions d'habitat, du cadre de vie, de l'éducation, du développement des compétences, etc. Enfin, l'axe 3, c'est la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. La sécurité aussi est un enjeu de développement avec tout ce que vous voyez comme risque et menace au niveau de nos pays voisins. C'est pourquoi le gouvernement a pris soin quand même d'intégrer dans sa démarche donc ces axes stratégiques qui touchent aussi la paix et la sécurité, qui représentent globalement avec la gouvernance 10,8% donc que porté par les programmes. Donc, ce qu'il faut retenir en termes de coûts, si je fais la récapitulation donc des coûts par rubrique, nous avons la transformation structurelle de l'économie qui représentera 7 237 milliards. Le capital humain, 3 578 milliards. Gouvernance, paix et sécurité, 1 310 milliards. Si vous les cumulez, vous aurez à peu près 12 125 milliards. Il faut y rajouter 616 milliards qui représentent les 2 ans d'anticipation du PAP 2. En tout cas, voilà donc en ce qui concerne le PAP 2, sa présentation, ses objectifs, ses coûts et comment il va se réaliser. Ces projets de PAP 2, en grande partie, vont se réaliser avec en PPP, c'est-à-dire en partenariat public-privé, pour un volume d'investissement déjà de 2290 milliards qui est engagé, soit près de 4 171 milliards de dollars. Ensuite, en ce qui concerne donc c'est le deuxième point du chapitre 2, le partenariat public-privé qui va servir d'instrument pour la réalisation donc de bon nombre de projets du PPAP 2A. Le cadre juridique aussi de ces PPP a été mis en place. Et qu'il faut retenir qu'il y avait la loi, le cadre juridique des PPP est déjà en place et que la loi est déjà votée. En ce qui concerne maintenant, pour terminer, je ne voudrais pas trop durer dans la présentation, les mécanismes de financement. Pour rendre attractifs déjà les projets PPP, le gouvernement a déjà mis en place un fonds d'amorçage d'environ à peu près 60 milliards de francs CFA pour la période 2021-2023. Non seulement il va servir pour la contrepartie, les contreparties publiques exigées par la contractualisation des PPP, mais de notre côté, c'est pour aussi permettre une plus grande attractivité donc au projet en aidant quand même les structures qui travaillent pour le développement de ces projets et la mise en place des financements.
Donc, il existe aussi, il faut souligner, d'autres projets exclusivement financés par le privé qui sont déjà très avancés, qui représentent presque un montant de 2 768 milliards, soit à peu près 5 milliards, à peu près 33 000 milliards de dollars. Globalement, la contribution donc prévue, attendue, du moins la contribution attendue du secteur privé dans le PAP2 est de l'ordre de 42% du financement total. En tout cas, voilà la présentation très rapide que je voudrais faire pour montrer que dans ce programme, si on regarde le programme des 100 000 logements, on regarde les infrastructures en matière de transport, les infrastructures énergétiques, etc., si les secteurs publics et privés travaillent en synergie, on pourra booster le programme de développement grâce au secteur du bâtiment et des travaux publics et de l'énergie. Voilà en tout cas la présentation que je voudrais vous faire. Je voudrais dire en conclusion, en tout cas, que ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal est toujours une dynamique de développement accéléré et qu'il va falloir peut-être dans cet ordre d'idées arriver à assurer donc à assurer au Sénégal donc une relance durable avec un partenariat public-privé fort et avec un secteur privé également bien engagé. Le PPP sera donc le levier de son développement pour booster la croissance, ce qui ouvre la porte pratiquement à tous les acteurs, surtout les acteurs du secteur privé, à prendre l'initiative, à anticiper sur les opérations, parce qu'on est dans un système très ouvert où l'État est demandeur pour la réalisation de ces projets. Donc, il compte avec une coopération internationale hardie. Je pense que nous pourrons relever les défis du développement de notre pays. Voilà, en guise d'introduction, la présentation que je voulais vous soumettre. Je reste ouvert à tous les éclairages et aux questions. Je vous remercie. Merci, M. Ndiaye. Il me semble que vous avez fait une très bonne analyse du secteur du BTP, des conséquences de la crise sanitaire causée par le Covid. Et aussi, vous avez abordé la vision et les objectifs stratégiques du Sénégal par les programmes Sénégal émergents. Au niveau macroéconomique, vous avez abordé les plans d'action prioritaires, l'importance des partenariats publics et privés, ainsi que les mécanismes de financement. Avant de passer la parole à la présentation suivante, je voudrais vous demander à tous les participants s'ils ont des questions à... Allô? Oui. Si vous avez des questions à poser à M. Kader, la personne qui va faire la présentation suivante, de les écrire par le chat, dans le chat. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. OK. Monsieur le secrétaire général. Très bien. Oui, merci. Je vous passe la parole alors. Je vous laisse gérer le webinaire. D'accord, merci beaucoup. Je pense d'abord par féliciter le président Abdelkader Ndiaye, dire également bonjour au président de la Chambre espagnole, la Chambre officielle espagnole du Sénégal, et vous dire également bonjour, Madame le secrétaire général, et tous les participants dans le cadre donc de la mise en œuvre de notre compte. Voilà, c'est revenu. Donc, je disais, dans le cadre en œuvre de notre convention de partenariat, l'équipe technique avait jugé nécessaire de démarrer des activités dans le cadre d'apporter
des services à nos ressortissants mutuels. Donc, c'est l'occasion pour nous de féliciter le président et de le remercier d'avoir bien voulu accepter d'animer donc cette conférence débat qui porte sur un secteur de l'économie qui joue au Sénégal un rôle prépondérant. Donc, le secteur économique du bâtiment et des travaux publics regroupe quasiment toutes les activités de la conception jusqu'à la construction des bâtiments. Et ces bâtiments peuvent être parfois publics ou privés. Et un constat économique, comme l'a rappelé le président tout à l'heure, qui a bien campé le débat en mettant en exergue le cadre stratégique aujourd'hui, qui est le PSE. Maintenant, à sa deuxième phase, on parle de PAP 2A, donc il a bien campé le débat en mettant en exergue la stratégie. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, dans ce référentiel économique, les BTP, les infrastructures jouent un rôle central. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont pourvoyeurs de création d'emplois, mais également de création de richesses. Depuis le lendemain de la dévaluation, donc 95-96, nous avons vu la contribution des BTP sur la croissance économique du Sénégal, donc qui contribuait énormément pour la croissance économique. Et depuis, le secteur économique du BTP n'a cessé de jouer ce rôle compte tenu de toute la chaîne de valeur derrière. Je pense que c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, au niveau du deuxième point, le président a mis l'accent sur le cadrage macroéconomique, donc cette contribution à la croissance, les emplois créés. Et nous avons vu récemment un développement aussi au niveau des cimenteries. À l'époque, il n'y en avait qu'une seule. Maintenant, aujourd'hui, on en a 3. Et avec aussi la mise en œuvre de ce plan référentiel, nous avons vu le développement des infrastructures routières, des autoroutes, des ponts, qui font qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle donne de crise sanitaire, nous avons jugé nécessaire de donner la parole aux experts, un expert comme le président Kader, qui connaît très bien, de nous parler aujourd'hui les tenants et les aboutissants de ce secteur qui joue un rôle central pour le développement économique de nos pays, les ans de la crise. Et Youssou parlait, il a évoqué aussi le financement, et ça c'est important avec le programme des 100 000 logements, qui pourront aujourd'hui tout de suite régler aussi un problème de sous-emploi. Nous voyons tous que la COVID a entraîné énormément de pertes d'emploi. Et l'un des secteurs qui pourrait juguler ou bien atténuer ces effets néfastes n'est rien d'autre peut-être que le secteur des BTP. Et l'autre avantage qu'on peut également mettre en exergue, c'est l'essor de la formation technique et professionnelle. On voit beaucoup de lycées techniques, de centres de formation dans les métiers des BTP aujourd'hui, les carreleurs, les électriciens et tout, pour vous dire que c'est un secteur qui englobe beaucoup de métiers, beaucoup d'activités. Voilà ma petite contribution, et on regrette beaucoup par rapport à ces incidents techniques. J'ai été obligé de changer de bureau pour pouvoir participer. Nos micros ont été jusqu'à présent désactivés pour pouvoir bien modérer ce débat. Encore une fois, féliciter le président Kader pour sa brillante intervention. Donc, Madame le secrétaire général, je vous donne la parole pour la deuxième présentation. Merci. Okay. La deuxième présentation sera faite par Madame Soraya Ahmediou, à représenter M. Meguisek. Ça va concerner, il va nous présenter le Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure de l'Afrique de l'Ouest.
Madame Soraya Mediou, vous avez la parole. Oui, bonjour Madame la secrétaire générale, bonjour Monsieur le Président. Donc je me présente, je m'appelle Soraya, je suis la directrice des projets internationaux de la société H. La société H est l'organisateur principal du Salon international de la construction, finition et de l'infrastructure, en partenariat avec Sisemi Sénégal, bien sûr. Nous organiserons la 6e édition du Salon 5 au nouveau centre d'exposition de Dakar. Il sera organisé sur une superficie de 6400 mètres carrés. Nous aurons à peu près entre 180 et 200 exposants cette année et 7000 visiteurs professionnels. Donc, notre salon, comme j'ai dit, sera organisé sur une superficie de 6400 mètres carrés. Syncon est une plateforme d'exhibition, de rencontres, de B2B et un ensemble de conférences aussi, de débats constructifs sur des thèmes à la fois pointus et stratégiques. Donc, les 3 plateformes de nos salons consistent, comme tous les salons professionnels, stands d'exposition, des B2B et des conférences. Des conférences sur le thème le commerce et la vente des produits et matériaux de construction dans l'espace CEDEAO, ainsi que le financement du secteur de BTP au Sénégal et ainsi que les pays de la CEDEAO. Je voudrais aussi ajouter que l'objectif de la société AGE et la société Sisemi est d'accompagner le pouvoir public afin de promouvoir des secteurs de développement économique et social. Pour contribuer à la consolidation du partenariat public et privé et de la stimulation de l'investissement, on a mis comme thème cette année le partenariat public-privé et l'investissement. Donc, nous avons des défis et des perspectives. Le salon constitue non seulement une vitrine d'exposition destinée à la promotion des biens et des services, mais aussi le salon est un lieu de rencontre où se côtoient exposants et visiteurs professionnels, bien entendu, ainsi que visiteurs étrangers et sénégalais, et aussi exposants de tous les pays de la CEDEAO. Ainsi, l'exposition servant à découvrir les nouvelles technologies venant de l'étranger, des présentations de l'offre, de la demande relative au financement de projets. Donc, dans ce sens, nous avons aussi, comme j'ai dit, des B2B. Nos B2B consistent à des rencontres professionnelles directes entre les visiteurs professionnels ainsi que les exposants à la recherche de partenariats. Donc, nous essayons ici de promouvoir l'œuvre sénégalaise ainsi que des pays de la CEDEAO et ainsi faire découvrir au Sénégal les technologies internationales. Donc voilà, une petite présentation de notre salon 5 ans. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, nous vous entendons. Oui. Poursuivez, Oui, s'il oui. vous plaît. D'accord, donc je poursuis. Nos objectifs en tant que société AGE et Sisemi Group est de contribuer au renforcement du partenariat public ainsi que privé pour soutenir la croissance économique du Sénégal, émergent bien entendu, et relever le défi, celui de réussir la rencontre du monde trépidant des affaires du BTP au Sénégal, ainsi que des autres pays de la CEDEAO. Donc, cette rencontre périodique qui a eu lieu annuellement, notre salon 5 a eu annuellement, comme je l'ai dit, et c'est la 6e édition, va contribuer à l'amélioration de l'environnement de nos entreprises sénégalaises ainsi qu'internationales par la mise en place d'un cadre législatif, réglementaire, fiscal et financier de nature à favoriser la création, le développement et la prénonciation de celle-ci. Et aussi créer un cadre de réflexion, de rencontres et d'échanges entre l'État et le secteur privé et les organismes financiers. Nous allons aussi identifier les opportunités d'élaboration et de mise en œuvre du projet, des programmes aussi de développement à soumettre à l'appréciation des investisseurs et des organismes financiers. Nous allons aussi présenter au secteur privé les produits et services disponibles au niveau des organismes financiers, amener les PTF à financer les projets porteurs déjà identifiés,
Et aussi, nous allons cette année comme but les orienter sur les besoins actuels du pays en matière de financement, surtout après la crise due au Covid. Notre défi aussi cette année est de promouvoir la croissance économique afin de contribuer au renforcement du développement des échanges et du renforcement des relations du partenariat entre les participants et les visiteurs aussi. Donc, nous nous attendons cette année à nos attentes sont pour faire un petit résumé de nos attentes, la contribution à la croissance accélérée, la dynamisation de l'investissement, la stabilisation et la création d'emplois que nous espérons aussi au Sénégal, la pérennisation et durabilité des entreprises, des petites et moyennes entreprises, que nous encourageons chaque année à participer à notre salon pour pouvoir avoir plus d'expérience, découvrir plus de technologies venant de l'extérieur, des pays étrangers, et aussi le développement des pôles de compétences à haute valeur ajoutée. Est-ce que tout le monde me reçoit? Oui. Est-ce que je pourrais avoir des questions? Oui, questions, commentaires en même temps, mais terminez, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Donc, comme je disais, notre salon est organisé entre 3 pôles. Le premier pôle est le pôle d'exposition. C'est une plateforme d'exposition avec la mise à disposition de stands. Nous avons des agents un peu partout en Espagne, en Italie, en Chine. Donc, nous avons plusieurs pavillons, un pavillon turc, pavillon sénégalais, etc. Donc, nous essayons de ramener les dernières technologies au Sénégal et ainsi ouvrir les portes de l'international aux sociétés, aux petites et moyennes sociétés sénégalaises. Donc, dans notre vitrine d'exposition, qui servira de point d'échange et de rassemblement des participants de divers horizons, des professionnels qui interviennent en qualité d'exposants, offreurs de matériel, produits et services, et aussi des visiteurs professionnels à la recherche de nouvelles technologies, de nouveaux partenariats, d'être peut-être des distributeurs de l'un de nos exposants. Et aussi, ce sera un point de rencontre des services, des dirigeants d'entreprise, des fournisseurs, des distributeurs, bien entendu, des acheteurs, grossistes, importeurs et exportateurs. Ça sera aussi un lieu de rencontre où se font les partenariats de demain, comme j'ai dit, d'expression et de promotion de produits et de services. Notre deuxième pôle est un pôle conférence. Donc, on a les stands, on a les exposants, on a les visiteurs. On organise aussi des conférences. Donc, dans nos conférences, il sera débattu des sujets portant sur le commerce et la vente des produits et des matériaux de construction dans l'espace CEDEAO, avec l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun, sur le financement du secteur des BTP, l'implication du secteur privé national dans la réalisation du plan Sénégal émergent, référentiel économique pour l'émergence du Sénégal, bien entendu, le partenariat public et privé, des innovations technologiques et bien entendu la sécurité. Notre troisième pôle, en tant qu'organisateur de salons de BTP, est bien entendu le pôle de rencontres professionnels, comme nous l'appelons les B2B. Donc, c'est un volet de rencontres professionnelles directes qu'on organise entre les exposants, les promoteurs et les visiteurs professionnels à la recherche de partenariats, de collaboration. Donc, ça sera un cadre privilégié de rencontres, d'informations et d'échanges d'expériences entre les professionnels du secteur. Ces rencontres, comme je l'ai dit, se feront entre nos exposants et bien entendu les promoteurs, les visiteurs potentiels qui comptent créer des partenariats, signer des contrats en direct avec nos exposants. Donc, les discussions et les transactions se dérouleront directement entre l'offreur et les demandeurs qui certes
sera davantage primordial d'identification d'opportunités de partenariat. Et cette année, nous allons, à cause du coronavirus, donc comme vous le savez, il y a des pays dont les frontières sont toujours fermées et notre salon se tiendra du 24 au 27 juin 2021. Donc, nous allons planifier d'organiser un salon digital qu'on appellera un Remote Exhibiting Plan. Notre Remote Exhibiting Plan ne sera pas vraiment digital, donc nous aurons des stands. La personne ou bien la société qui ne pourra pas participer physiquement au salon, nous allons avoir dans chaque stand des ordinateurs ainsi que des assistants qui pourront présenter la société et aussi avoir des réunions Zoom directement avec l'export manager, avec les visiteurs professionnels. Donc, ça sera plus facile pour eux de créer des partenariats et des contrats avec nos exposants qui n'ont pas pu visiter notre salon. On aura aussi des visiteurs en ligne qui visiteront en ligne. Donc, on aura toute la liste des exposants en ligne dans notre exhibiteur zone, ce qui sera plus facile aussi pour nos exposants et nos visiteurs de participer au salon, même s'ils ne seront pas en place. Et aussi, cette année, à cause du coronavirus, nous aurons aussi la désinfection périodique du centre des expositions, le port de masque obligatoire et aussi la température qui sera prise à chaque entrée de chaque exposant, bien entendu. Donc voilà, un petit résumé en ce qui consiste notre salon et la déroulation aussi de notre salon. Merci beaucoup. Oui. Merci, Madame Soraya. Je vous en prie. Brillante intervention, vous avez bien campé le débat. Merci. En mettant en relief le positionnement du salon maintenant. Je ne dis même pas au niveau du Sénégal, mais au niveau de la sous-région. International, oui. Voilà, et international. En tout cas, nous au Sénégal, nous connaissons très bien. C'est un événement qui est maintenant estampillé dans les agendas, j'allais dire. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une économie. Les BTP, c'est une économie. Donc, plusieurs activités, plusieurs métiers, de la technologie, si bien qu'au niveau de ces salons, vous avez énuméré déjà le volet exposition, mais également les rencontres professionnelles et également les affaires. Affaires au niveau de ces salons. Donc, du coup, qui permet à nos entrepreneurs, nos opérateurs économiques de développer leur réseau de partenariat, mais également de contribuer au développement économique à travers l'essor de ce secteur de la construction. Donc, vous avez également parlé de la promotion de la croissance économique. C'est normal, je disais tout à l'heure, je disais au président Kader, l'adage, je le rappelais, quand le bâtiment va, tout va. Donc, souvent, quand il y a énormément de dépenses publiques orientées au niveau du secteur des BTP, c'est des investissements, il y a un effet multiplicateur, l'effet keynésien. Donc, du coup, ça engendre la croissance économique, et c'est avec cette croissance économique qu'on pourra créer des emplois, l'État à travers la promotion de son secteur privé, mais également initier d'autres dépenses publiques pour créer des écoles, des routes, des autoroutes, etc. Et également permettre aux entreprises de ce secteur d'acquérir de la technologie, d'une technologie voilà, qu'ils pourraient peut-être acquérir à un marché facile et voilà, la mise à la disposition. Mais également permettre à nos pays de développer un commerce intra-africain. Par exemple, le salon permet à beaucoup de pays de la zone CEDEAO de tisser, de consolider le réseau de partenariat avec leurs homologues et de pouvoir aussi parfois développer des joint ventures. Donc, avant d'ouvrir les débats, les questions-réponses, donc nous allons donner
la parole à Seigneur Gaspard Bagnos, président de Camacoes. Après, on ouvre les débats. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Je remercie l'intervention de Monsieur le Président Kader Ndiaye, de Monsieur Magaïsek, la participation de SIAD dans son ensemble, de Soraya Mejoud et d'Esther Marcos, notre secrétaire générale, et aussi bien donc de nos coopératrices au sein donc de Camacoes qui assure donc le bon fonctionnement de ce webinaire. Je me réfère à Christina et à Andrea. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette participation. Et nous sommes heureux d'être là, de pouvoir partager avec vous des accords que nous avons pu signer avec SIAD. Et nous pensons que c'est un secteur, le secteur du BTP, c'est un secteur qui a un futur proche et futur très, très important. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien faire une présentation par rapport à la Chambre de commerce et indiquer que la Chambre officielle de commerce d'Espagne au Sénégal est présente à Dakar depuis 2019, mais avec un arriéré, puisque nous faisions partie d'une association d'entrepreneurs espagnols au Sénégal depuis 2012. Donc, il y a une expérience, il y a un savoir-faire, et nous sommes là pour essayer de collaborer et apporter des solutions et la jonction entre les entreprises et les entreprises espagnoles, les entreprises sénégalaises, pour qu'il y ait donc un flou continuel et que les relations bilatérales deviennent de plus en plus fluides et importantes. C'est notre objectif. Et en donnant une sécurité des deux parties, bien sûr. Donc, j'aimerais faire une petite introduction par rapport à la macroéconomie dans le cadre des BTP en ce qui concerne donc l'Espagne. J'aimerais bien signaler que l'Espagne est située dans le ranking international parmi les 10 premières puissances dans le cadre de la construction des infrastructures pendant les périodes 2015 à 2016. Et aussi, je dois dire que l'Espagne et la Chine obtiennent entre elles le lidérat au niveau mondial avec 250 entreprises de construction les plus importantes du monde. Donc, c'est quelque chose à tenir en compte par rapport à l'aide au développement, au PPP et à la participation dans ce salon au niveau donc, du BTP. Et je voudrais aussi donc dire que à cause du Covid, la situation est un peu, et les prévisions ont baissé, et bien sûr au niveau mondial. Donc c'est une situation critique et qui nécessite une intervention et se réinventer pour pouvoir faire face aux difficultés qui nous pose la Covid, et que nous comptons que pendant l'année 2021-2022, le redémarrage se fasse tel que les prévisions veulent, et qu'on puisse regagner notre position à niveau mondial. Donc, j'invite et je propose à toutes les entreprises espagnoles de pouvoir participer donc, aux actes avec la Chambre de commerce de Dakar et avec la Chambre de commerce d'Espagne au Sénégal, et de pouvoir élargir ce partenariat de façon à pouvoir apporter au plan Sénégal émergent les solutions qu'il nécessite et contribuer au développement du Sénégal et apporter des solutions et du travail aux jeunes Sénégalais. Travail, formation et un encadrement nécessaire pour pouvoir développer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et nous restons à votre entière disposition pour toute question et pour participer à l'avenir du Sénégal. C'est notre intérêt et notre souci commun. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci. Gracias mucho. Donc voilà, ces paroles témoignent encore une fois de votre volonté de pouvoir mutualiser nos forces et toujours apporter à nos ressortissants beaucoup plus de services et d'appui de qualité. Donc maintenant, nous allons permettre aux participants de réagir et donc d'ouvrir. Je pense que le président Kader avait souhaité intervenir
par rapport à la présentation de Madame Soraya et maintenant par la suite ouvrir les débats. Merci. Bonjour à tous. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées de la part des participants aux panélistes. Et il y a, me semble que 4 questions adressées à M. Ndiaye, que je vais partager tout à l'heure avec vous, et qui sont les suivantes. Je vais les lire, ils sont dans le chat. Il est vrai que la population sénégalaise croît très rapidement, alors pourquoi le gouvernement n'est parti que d'un projet de 500 000 maisons, alors qu'actuellement la demande réelle est plutôt proche de 1,5 million? Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi le gouvernement ne prend-il pas en compte le logement très social en dessous du logement social? La troisième, c'est les collectivités territoriales et les mairies ont-elles la capacité de mettre des terres publiques à la disposition de la population pour des projets massifs de logements sociaux et hautement sociaux? Et finalement, il demande de laisser une adresse email valide de la Fédération Sénégale BTP pour faire des demandes techniques ou des propositions pour la sous-traitance des entreprises de construction sénégalaises. Ça, c'est les questions adressées à M. Ndiaye. Je vous remercie, Madame la secrétaire. Et je voudrais en tout cas saluer toutes les contributions qui ont eu lieu au niveau donc, de cette conférence, parce que c'est le point, nous sommes en train de mettre en action vraiment des engagements que nous avons conjointement pris. Là, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est engagé dans une dynamique de développement et il ne peut plus faire marche arrière. Et et compte tenu de l'ambition de nos programmes, nous avons besoin de développer ces partenariats, comme l'a si bien souligné M. Gaspard Bagnos, que je salue au passage et à qui je félicite également pour son dynamisme et sa disponibilité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que aussi de notre côté, qu'il s'agisse des organisations professionnelles ou patronales ici présentes, nous sommes en phase avec le gouvernement du Sénégal parce que le développement ne pourra se faire qu'ensemble, avec synergie, mais aussi avec une bonne ouverture et un partenariat quand même solide. Les questions qui ont été posées, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, quand même 1,5 million, c'est surestimé par rapport à la demande la demande locale. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du Sénégal, il nous faut produire en moyenne 10 000 logements par an. Et aujourd'hui, l'offre n'arrive pas à satisfaire correctement cette demande. Et c'était pour rattraper le retard dans ce déficit que le gouvernement avait déjà proposé qu'on puisse réaliser au moins en priorité 100 000 logements pour atténuer déjà le déficit et aussi essayer de maintenir ce rythme de production pour que peut-être dans un horizon de 5 ans ou 10 ans maximum, qu'on puisse résorber le déficit. Donc, parce que la programmation des 10 000 logements est fondée sur un déficit estimé prévisionnel de l'ordre de 300 000 logements, mais qu'on ne pouvait pas s'engager tout de suite à résorber parce que ce que ça demande comme moyen, comme financement, on ne pouvait pas consacrer toutes les ressources que sur le volet des logements. Donc, pour vous dire, vous rassurer que nous sommes en phase, effectivement, le déficit est plus important que les 100 000 logements, mais il faut retenir qu'il n'atteint pas la barre du demi-million, mais peut-être qu'il serait autour de 300 000 estimés et que la demande, elle est là, et l'offre est libre. Aujourd'hui, le gouvernement n'attend que les privés pour faire des propositions tenant compte quand même du cahier de charge. Le coût pour accéder, pour les logements, vous pouvez accéder au foncier à condition que vous veniez avec une offre vraiment alléchante. Alléchante pour le gouvernement, c'est-à-dire d'abord qui tient compte du niveau de pouvoir d'achat, et je réponds en partie à votre question.
les logements ne sont pas seulement autour de 12 000 logements. Le gouvernement a dit, je voudrais qu'on me réalise des logements F3 à des niveaux de 10 millions. Si vous le faites, je suis prêt à vous céder un terrain, laisser un terrain, et que dès que vous allez mettre en valeur, vous pourrez le valoriser et le transformer en titre après et procéder à sa cession. Aujourd'hui, depuis l'annonce de cette offre, il n'y a pas encore eu grand mouvement, tant au niveau des promoteurs immobiliers publics que privés. C'est pourquoi je souhaiterais en tout cas, que vous soyez notre interprète auprès de nos collègues espagnols qui sont intéressés ou qui évoluent dans le secteur du logement, qu'il y a une opportunité de réaliser des offres, de réaliser des logements, mais dans une logique aussi de mixité. Le gouvernement ne voudrait pas qu'on réalise des logements sociaux à très bas prix et que ceux qui ont les moyens s'isolent. Il voudrait que les cités intègrent une certaine proportion de logements sociaux à coût très bas, des logements de moyen standing et des logements de standing. Comme ça, on a des cités mixtes et qu'elles ne soient pas les germes d'une fracture sociale, d'une division sociale. Voilà. La deuxième question, je pense que j'ai répondu à la fois à la première et à la deuxième question. Pouvez-vous, Madame la secrétaire, première secrétaire, me rappeler la troisième question? Parce que, ou bien, attends, je vais regarder dans les discussions. Pour la troisième question. La deuxième ou troisième? Oui, allez-y. La deuxième. La deuxième ou troisième? J'ai répondu à la première, voilà, c'était la troisième. Le gouvernement ne prend plus en charge le logement très social. Ici, voilà. Donc la troisième, c'est... Les logements qui sont autour de 4-5 millions, en général, n'intéressent pas souvent les promoteurs immobiliers. Voilà, la troisième, je répète. Cette volonté-là, parce que les collectivités territoriales, j'ai retrouvé les questions, merci. Donc, les promoteurs immobiliers trouvent que souvent les marges qu'ils réalisent dans ces programmes-là ne sont pas convenables. Et c'est pourquoi on leur donne la chance de pouvoir avoir des cités mixtes où on combine 3 catégories de tranches sociales qui leur permettent peut-être de se retrouver au niveau des résultats et puis qui puissent prendre en compte la demande sociale. Des logements à très bas prix existent, nous les appelons les logements économiques et très économiques. Mais il va falloir que l'innovation, je ne sais pas si je réponds à votre question. Dernière question, les collectivités territoriales et les mairies ont-elles la capacité de mettre des terres publiques à la disposition de la population pour des projets massifs de logements et logements sociaux? Je vous réponds par oui. Aussi bien au niveau de l'État central, cette possibilité existe, elle existe aussi au niveau des collectivités locales, territoriales. Et je peux vous dire que même nous avons un projet expérimental avec la commune de Koungheul. C'est une région qui se trouve à peu près après Kaolack. Si vous êtes intéressé, je peux vous mettre le chef du département est l'ancien ministre de la fonction publique, M. Hassan Diop. Nous sommes en train, nous, donc notre organisation professionnelle, de l'aider à réaliser un programme, un plan de développement local très, très, très ambitieux, mais très innovant. Et je pense que ça peut être un point de départ pour ceux qui sont intéressés par ce type de projet et qui peuvent prendre mon contact. Maintenant, le point de repère pour toutes les questions, nous voulons travailler professionnellement, vous déposez à la Chambre de commerce de Dakar. Le secrétariat général, c'est le berceau donc, de l'interface entre les chambres consulaires. Dès que vous le recevez, il le transmettra aux organisations professionnelles qui vont vous répondre et vous mettre en relation. Moi, je vous manifeste toute ma disponibilité pour ça. Pour terminer, donc, pour le forum, j'encourage en tout cas l'intervenant, la présentatrice, j'ai oublié, je n'ai pas eu le temps de noter. Bon nombre de nos membres
peut-être serait bon de faire suffisamment de publicité auprès de la Chambre, du secrétariat général. Et si on a les liens, on fera le nécessaire pour appuyer votre promotion. Mais nous encourageons ces passerelles qui vont nous aider non seulement à mettre à niveau nos entreprises, à aider à avoir une meilleure ouverture à l'international, mais aussi à bénéficier des compétences et des transferts de technologie à l'international. Voilà les quelques réponses que je voudrais apporter aux questions. Si j'en ai oublié, Monsieur le secrétaire général, et l'amabilité de me les rappeler, merci encore. Et grand bonjour à Monsieur Gaspard Bagnos. Et merci. Il y a encore je vous rends la parole. Il y a encore des questions adressées à tous les panélistes qui sont comme suit. Actuellement, il y a-t-il des projets en grosse œuvre d'infrastructures sanitaires, éducation et habitat? Ça, c'est la première. Et la deuxième, je vais lire directement. L'une des difficultés que nos clients ont lors de travailler avec nous réside dans les temps de gestion pré-importation. Aussi, au niveau de gestion de la douane, lors de l'arrivage des conteneurs, les procédures étaient assez lentes avant, mais maintenant, avec la pandémie et le contexte actuel du trafic maritime, elles sont devenues beaucoup plus compliquées. Prévoyez-vous un plan de coordination et optimisation des procédures dans ce sens? Voilà, ce sont les deux questions qui manquaient à répondre. Oui. Concernant les projets d'infrastructure et au niveau habitat-éducation, quelle est la question précisément? La première question, attendez. Oui. Il dit s'il y a des projets de grosses œuvres, ça veut dire de grosses infrastructures au niveau de sanitaire, d'éducation et habitat. Oui. Pandémie, nous nous sommes rendus compte, par exemple, nous avons une grande faiblesse au niveau de nos services d'urgence et d'assistance médicale, tant au niveau de Dakar, dans les hôpitaux de Dakar, qu'au niveau donc, des régions. Donc là, l'initiative privée peut venir consulter les statistiques, voir les points de faiblesse, faire des propositions de projets directement au Sénégal. Et qui peut, une fois validé, parce que vous savez, le partenariat public, les contrats, la loi sur le partenariat public prévoit une disposition qu'on appelle souvent l'offre spontanée. Cette offre spontanée, au départ, le seuil, c'était vous ne pouvez faire d'offre spontanée qu'à partir de 50 milliards. Mais la nouvelle loi qui a été votée permet à ramener ce niveau pour, en tout cas, les petites et moyennes entreprises à 5 milliards. Entre 5 et 15 milliards selon les secteurs dans lesquels on est. Et qu'il y a possibilité donc de prendre des initiatives, de faire des offres spontanées à l'État, aussi bien en ce qui concerne donc les hôpitaux, le secteur sanitaire. Et pour Dakar, il y a une grande faiblesse donc du plateau technique aussi qu'il va falloir renforcer. On a non seulement de la faiblesse au niveau de l'infrastructure, mais aussi au niveau de la technologie. Des efforts ont été faits, mais si vous vous rapprochez au niveau du ministère de la Santé publique, parce que vous savez que le Sénégal, quand même, a un système de marché public bien organisé. Chaque année, chaque département ministériel est obligé de publier son plan de passation. C'est-à-dire tous les plans de marché du ministère, au plus tard, au 31 janvier, doivent être publiés. Et je vous invite à les consulter à partir du site Marché public, Marché public Sénégal. Si vous rentrez, vous allez voir tous les liens. Donc, voilà la réponse que je voudrais apporter. Pour l'éducation, c'est pareil. Des efforts sont en train d'être faits pour renforcer, parce que comme vous l'avez vu, la population jeune, nous avons rien qu'en ce moment, près de 4 300 000 élèves, c'est-à-dire des secondaires. Ils aspirent à aller à l'université et tout cela. Comment il faut faire? On est en train de mettre dans chaque région pratiquement une université.
certaines universités, il y en a 4 ou 5 qui sont déjà engagées. Il y a d'autres régions qui vont certainement, ou même au niveau de Dakar, demander des renforcements. Comme il y a aussi au niveau du privé des initiatives pour renforcer le secteur de l'éducation, il faut que vous puissiez vous rapprocher de la chambre de commerce, de ma personne, de mes soins, où je pourrais aussi vous orienter en ce qui concerne l'information. Je reste à votre entière disposition. Voilà les réponses que je voudrais apporter. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, Madame le secrétaire. Il reste une dernière question qui a été posée, la dernière. Pourquoi il n'y a pas de mécanisme d'évaluation concernant les organismes de financement pour les partenariats publics et privés? Oui, avant de répondre à cela, j'avais oublié la lettre pour harmoniser les procédures de dédouanement. Vous savez que les entreprises optionnelles espagnoles, comme les entreprises sénégalaises, comme les nôtres, subissent les mêmes avatars, excusez-moi l'expression, au niveau de la douane, de l'administration. C'est pourquoi l'axe 3 du PSE a pour mission la modernisation de l'administration. Vous avez vu que, par exemple, au niveau de la douane, pratiquement presque toute la procédure est en train d'être dématérialisée. Maintenant, ce que je vous recommande pour les cas ponctuels où il y a vraiment des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher d'abord de la chambre de commerce ou de ma personne. Je vous mettrai en rapport avec le COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs. De cette façon, on peut déjà, par cas, intervenir et régler ou des problèmes ou de notre organisation patronale. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal, nous pouvons intervenir et quand même le gouvernement nous écoute. Et par contre, une fois que ces cas par cas sont là, il faut que nous ayons une stratégie d'ensemble pour trouver une solution durable. C'est-à-dire que les points durs au niveau de la douane, qu'on puisse aller voir directement le directeur général de la douane. Si on lui parle, je sais qu'il permettra une bonne écoute aux requêtes, en tout cas que nous lui portons, et je pense que des solutions peuvent être améliorées. C'est le partenariat, c'est-à-dire cette coopération, il faut la dynamiser. Pour la dynamiser, il faut lui donner un contenu. Les problèmes, je pense que la plateforme, c'est la chambre de commerce, le secrétariat général. Vous avez des problèmes, transférés au président ou au secrétariat général de la chambre de commerce. Tout de suite, il peut intervenir, ça bloque, il vient vers nous, on le règle. Mais les douanes, les procédures douanières, je pense que maintenant, avec la dématérialisation et les efforts qui sont faits au niveau de l'informatique, il y a vraiment possibilité d'améliorer vos difficultés, de résoudre vos difficultés. Voilà la réponse que je voudrais porter. Et la dernière question, c'était quoi? Il y a une dernière question, c'est comment faire pour se bénéficier de ces financements? Pour les financements, je vous dis que quand on parle de partenariat public-privé, c'est que l'État ne veut plus engrever son budget, le budget national. L'État, par exemple, vous prenez un projet de 100 000 $. L'État peut dire, moi, je peux mettre 10 000 $ comme contrepartie, mais comment dire, je vais mettre 10 $ comme contrepartie, mais les 90 $, c'est le privé qui doit aller lever les financements. S'il a les éléments, souvent, il revient pour les garanties et tout, l'État peut être disponible pour l'accompagner. Ou bien, il lève carrément la totalité des fonds et il vient avec des conditions pour que, au niveau de l'exploitation, pendant une période bien déterminée, qu'il puisse amortir son prêt, se faire rembourser grâce aux redevances. Et à la fin du pays, le contrat le prévoit, on transfère maintenant l'équipement, on transfère l'investissement, dès qu'il y a retour sur l'investissement, il fait le transfert maintenant de l'infrastructure ou du bien qu'il a réalisé. C'est des exemples que nous avons, comme le cas de l'autoroute. Les autoroutes, tous les voies, ce que vous voyez, les autoroutes et tout ça, c'est le principe, c'est que c'est un opérateur privé a pris le soin de faire
la recherche de financement, de faire la conception, de faire la réalisation, de faire l'exploitation. Maintenant, pour une durée en général qui est de longue durée, parce qu'au minimum, en général, on est autour dans les 15-20 ans. Une fois que vraiment le bail est terminé, il rétrocède l'ouvrage à l'État. Hein? Et pendant toutes ces périodes, il s'était payé. On l'avait toujours pour les grands projets. Maintenant, ce qui se fait, c'est qu'on l'autorise pour les petits projets. Donc, des projets de taille à la portée des PME, et même des TPE, peuvent être réalisés en PPP. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Donc, monsieur le secrétaire général, je pense que c'est peut-être le moment de clôturer la séance. Merci, Madame le secrétaire général. Donc, encore une fois, nous remercions. Donc, je dois même parler sous la haute autorité et permission de mon président Kader, donc au nom du bureau, au nom du président Abdoulaye Sow et tout le personnel de la Chambre de commerce. Remercier le président de la Chambre officielle de commerce d'Espagne du Sénégal et toute l'équipe technique sur place en collaboration avec le département promotion et développement des entreprises à l'international de la CCAD d'avoir bien voulu organiser cette conférence, débat sur un thème fédérateur qui aujourd'hui, nous savons tous, son rôle prépondérant qu'il joue pour le développement économique de nos pays. C'est l'occasion également pour moi de féliciter nos intervenants pour ces présentations de haute facture qui nous ont permis de ne pas même susciter beaucoup de questions-réponses parce que tellement c'était clair. Et remercier également tous ces participants qui ont contribué à l'enrichissement de cette visioconférence en posant des questions pertinentes relatives au financement, à la sous-traitance et les interactions entre les projets en gros œuvres d'infrastructures sanitaires, l'éducation, l'habitat. Hein? Donc, nous leur félicitons et nous leur remercions et comptons également très prochainement peut-être organiser encore d'autres conférences débats sur des thèmes aussi intéressants, aussi importants que le rôle des BTP dans la relance de l'économie. Merci beaucoup. Je pense que si peut-être président Kader, président Bagnos peut peut-être aussi, s'ils ont des mots à rajouter avant de clôturer. Merci. Oui, je voudrais un petit mot, oui. Allez, président Kader. Oui, je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Je pense que je vous laisse aujourd'hui l'ordre protocolaire parce que vous représentez le président, donc vous parlez en nom notre et je pense que c'est bien dit. En tout cas, se féliciter donc de cette initiative et de ce début donc de partenariat avec la Chambre de commerce d'Espagne à Dakar, avec aussi l'ambassade. Et on ne peut saurait clôturer sans remercier vraiment l'ambassadeur d'Espagne et son premier secrétaire pour tous les efforts qu'il déploie pour, en tout cas, booster la coopération entre l'Espagne et le Sénégal. Et aussi remercier aussi tous les participants pour leur contribution de près et de loin à la réussite de cette conférence. Vous remerciez vous aussi en tant que secrétaire général. Je connais que dans cette période, vous êtes très chargé, mais vous avez mis du sien pour nous aider vraiment à avoir une activité vraiment digne de ce nom. C'est l'occasion, en mon nom et au nom du président donc Sow, de vous remercier, vous témoigner toute notre gratitude. Et je terminerai en réitérant aussi notre engagement envers M. Bernard
M. Gaspard Bagnos pour en tout cas sa disponibilité et lui dire également que nous allons cheminer ensemble pour aider en tout cas que cette coopération puisse en tout cas se développer dans les meilleures conditions et au bénéfice des entreprises de nos deux institutions consulaires. Merci à tout le monde. Merci à l'ambassadeur, merci aux participants, merci au secrétaire général et donnez-nous rendez-vous à très bientôt. À bientôt. Merci, je vous remercie. Merci. Merci, Président Gaspard. Oui, et merci beaucoup aussi. Remercier aux secrétaires généraux, aussi bien de la Chambre de commerce de Dakar que de la Chambre officielle de commerce d'Espagne au Sénégal, et à toute l'équipe technique, à tous les participants, à tous les panélistes, à Madame Soraya aussi, et à Monsieur... Pardon, excusez-moi. À Monsieur Kader Ndiaye et pour sa clarté et à vous pour les réponses que nous avons pu obtenir. En tout cas, ce n'est qu'un début. Je pense qu'il faut continuer et nous devons aller vers l'avant. Et espérons qu'on puisse répéter beaucoup de fois et avec beaucoup de succès ces webinaires et qu'on puisse faire avancer et donner ce qu'il faut pour les jeunes, du travail, de la stabilité et un futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, je vous remercie aussi. Merci, Madame Soraya. Merci. Passez un bon après-midi.